Bonsoir et bienvenue dans Ça vous regarde. Notre grand témoin ce soir, c'est Fabrice Arfi. Merci de nous accompagner. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le co-responsable des enquêtes à Mediapart. Les Français connaissent votre travail de journaliste, mais c'est le romancier qu'on va recevoir ce soir. Roman d'espionnage, La troisième vie au seuil. On en parlera parce que beaucoup de choses sont vraies. On va revenir aussi sur la condamnation pour corruption de Nicolas Sarkozy hier dans l'affaire des écoutes téléphoniques et le rapport de nos politiques à la justice. Mais d'abord, merci Gisèle Pelicot. C'est le message du monde entier aujourd'hui à l'issue du procès historique des viols de Mazan. On va revenir sur les condamnations de la Cour criminelle d'Avignon. Et maintenant, que restera-t-il de ce procès hors norme? Quid du consentement? Faut-il une grande loi contre les violences faites aux femmes? C'est notre grand débat dans un instant avec mes invités. Enfin, la question qui fâche ce soir, et si François Bayrou était déjà dans l'impasse? Le nouveau Premier ministre réunissait les chefs de parti à Matignon, sans LFI, sans le RN, tir croisé avec nos chroniqueurs. À la fin de cette émission, voilà pour le sommaire. Vous me suivez, Fabrice Arfi, ça vous regarde? Générique. Un mari qui drogue son épouse pour la violer pendant 10 ans et la faire violer par des inconnus recrutés sur le net. Tout dans ce procès de la soumission chimique était exceptionnel. Le monde entier salue ce soir la dignité et le courage de Gisèle Pelicot. La Cour criminelle du Vaucluse a condamné Dominique Pelicot à 20 ans de prison. On va revenir dans le détail sur les condamnations et sur les réactions ce soir. Et maintenant, que faire ? À quoi doit ressembler l'après-Mazan? Bonsoir Marie-Charlotte Garin. Bonsoir. Vous revenez d'Avignon, vous avez assisté à la décision de justice, à l'annonce du verdict aujourd'hui. Vous êtes députée écologiste du Rhône et la co-rapporteure de la mission d'information parlementaire ici à l'Assemblée sur la définition pénale du viol. On y reviendra. Bonsoir Erwan Balanan. Bonsoir. Bienvenue, député MoDem du Finistère. Vous présidez la commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le cinéma. Le rapporteur, autant pour moi. Bonsoir Rachel Flore Pardo. Bonsoir. Bienvenue à vous, avocate pénaliste spécialisée dans la défense des victimes de violences sexuelles et sexistes. Enfin, bonsoir Laure Dossi. Bonsoir. Vous aussi, vous revenez d'Avignon. Vous êtes grand reporter à Charlie Hebdo. Vous avez suivi de bout en bout ce procès historique. Avant de vous entendre, les images à la sortie du tribunal, c'est le point d'orgue d'un procès éprouvant qui a duré près de 4 mois. On voit cela avec Marco Pommier. Le récap tout de suite. Bonsoir Marco. Bonsoir Myriam. La Cour criminelle a donc rendu son verdict ce matin. 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale pour Dominique Pelicot. Pendant 10 ans, il a drogué Gisèle Pelicot, son ex-épouse, aux anxiolytiques pour en faire un objet sexuel, pour la violer, la livrer inconsciente à des dizaines d'inconnus trouvés sur Internet. 50 d'entre eux se sont retrouvés sur le banc des accusés, condamnés aujourd'hui à des peines allant de 3 à 13 ans d'emprisonnement pour viols aggravés, tentatives de viol ou agressions sexuelles. Gisèle Pelicot s'est exprimée à la mi-journée. C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants. Je pense également à mes petits-enfants, parce qu'ils sont l'avenir et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat. Gisèle Pelicot qui dit respecter la décision du verdict, un verdict prononcé ce matin dans une ambiance électrique aux abords du tribunal d'Avignon. Vous le voyez sur ces images, honte à la justice, vous les entendez, ont crié les soutiens de Gisèle Pelicot, incompréhension, déception face aux peines des co-accusés inférieures aux réquisitions du parquet. Outré, je pense, de voir que la plus petite peine, du coup, c'est 3 ans, mais du coup 2 ans avec sursis. Enfin, c'est se moquer du monde et se moquer de nous. C'est donc la fin de ce procès pas comme les autres. Oui, un procès hors norme par le nombre d'accusés, hors norme aussi par l'ampleur des preuves matérielles. 200 viols documentés par des milliers de vidéos et de photos. Hors norme aussi car Gisèle Pelicot a refusé le huis clos pour que la honte change de camp. J'ai voulu
en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femmes et hommes, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Alors ce procès historique va-t-il permettre d'en finir avec ce que l'on considère comme la culture du viol après cette affaire qui a ébranlé la société française avec une femme devenue un symbole contre les violences sexuelles, onde de choc au-delà de nos frontières? 180 médias accrédités, dont 86 médias étrangers pour suivre ce procès. Plusieurs dirigeants étrangers ont d'ailleurs réagi aujourd'hui à ce verdict. Quelle dignité! Merci Gisèle Pelicot, a salué Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol. Vous avez donné une voix forte aux femmes du monde entier, a ajouté Olaf Scholz, l'Allemand Olaf Scholz. Alors y aura-t-il un après Mazan? Peut-on y croire? Je vous laisse en débattre. Merci beaucoup, Marco Pommier. Alors, Marie-Charlotte Garin, vous y étiez. Les réactions sont pour le moins mitigées à l'annonce des différentes condamnations. Est-ce que, comme cette colère qu'on a sentie devant le tribunal, vous êtes aussi déçu que les co-accusés, pas Dominique Pélicaud, mais les co-accusés aient eu moins que ce qu'avait requis le procureur? Alors tout à fait, pour nous, parlementaires qui étions présents sur place, ça a été un contraste de sortir du tribunal et d'un coup de sentir la colère et la tension qu'il y avait parmi les militantes qui étaient présentes. Je ne crois pas qu'en tant que parlementaire, mon rôle soit de commenter une décision de justice. Par contre, on peut en interroger le sens, de dire, qu'est-ce que ça veut dire que des peines soient inférieures aux réquisitions? Qu'est-ce que ça donne aussi comme valeur au crime qui a été commis quand parfois certaines peines sont inférieures à d'autres crimes ou à d'autres agressions qui ne sont pas des crimes pour le coup? Ça, c'est une question que ça interroge. Et vous avez un début de réponse? Et ça, je crois que c'est un sujet complexe dans le sens où on sait que ça a été aussi, on va dire, le tribunal d'Avignon a été mis sous pression aussi avec peu de moyens supplémentaires pour organiser ce procès d'ampleur. Et on peut s'interroger, moi c'est ce que j'ai entendu, j'ai un peu laissé traîner mes oreilles en écoutant notamment les avocats des accusés qui prenaient la parole pour commenter la décision, qui disaient oui mais de toute façon le parquet a demandé des peines beaucoup trop grandes donc c'est normal que ce soit inférieur, ou des personnes qui exprimaient le fait qu'éventuellement ça pouvait être le fait d'une crainte d'un appel, de mettre des peines qui soient plus faibles pour éviter que les personnes fassent appel. D'ailleurs ce soir, a priori, on attend de voir ce que fera Dominique Pélicaud, son avocate a 10 jours pour faire connaître sa décision, mais le reste des co-accusés, a priori, je crois que ce qui est important quand même, c'est de souligner que tous sont coupables. Et ça, c'est vraiment ce qui est majeur et ce sur quoi on doit se concentrer. D'ailleurs, Gisèle Pelicot le dit, elle respecte la décision de la justice. Donc nous, on doit se concentrer sur le fait qu'ils sont tous coupables. Et ces hommes, et moi j'ai été dans la salle d'audience, sont des hommes comme les autres. Il n'y a pas de monstre dans cette histoire. Et donc ils sont tous coupables. Le violeur est un homme comme les autres. Et il doit être condamné et la justice doit être à la hauteur. Et moi, ce soir, je pense à toutes les victimes qui n'ont pas des vidéos à apporter dans leur dossier, toutes celles qui vont avoir des classements sans suite, des audiences de non-lieu. Moi, je pense à toutes celles qui ne bénéficieront pas d'un procès comme celui-là avec une couverture médiatique telle que celle-là. Et donc, je rejoins du coup les paroles de Gisèle Pelicot qui dit qu'elle a confiance en ce que nous pouvons faire collectivement. Et maintenant, c'est à nous de prendre le relais. Rachel Fleur-Pardo, verdict d'apaisement, diriez-vous? Les peines sont individualisées, ça c'est la justice. Et en même temps, on a bien senti que l'atmosphère était électrique. Certaines femmes étaient vraiment très en colère ce matin. Alors moi, ce que je retiens, c'est que sur 51 hommes accusés de viol, il y a 51 condamnations. Ça dit quoi? Ça dit d'abord qu'en effet, alors notre droit sanctionne le viol par surprise. Et je crois que c'était important de le rappeler parce qu'on a vu un certain nombre de débats récemment qui parfois questionnaient cela. Ensuite, ça dit aussi que cette défense qui a pu heurter, et je tiens à rappeler quand même que la défense est libre, mes confrères sont libres de choisir leur ligne de défense et les accusés sont libres de dire ce qu'ils veulent pour se défendre. Néanmoins, on peut être choqué par une défense et j'ai entendu beaucoup de personnes exprimer une certaine forme de stupéfaction face à certains exemple, quand accusés. On a entendu la question de l'intentionnalité, il y a viol et viol. Bon. Eh bien, on a bien vu qu'en réalité, cette défense-là, cette ligne de défense qui fut un temps peut-être marchait dans les juridictions, eh bien là, n'a pas convaincu. Et je crois que c'est important
de le dire. Ensuite, j'aimerais aussi rappeler, et je crois que c'est cette phrase qu'on doit retenir, c'est ce que dit Gisèle Pelicot. Elle dit qu'elle respecte ce jugement, qu'elle respecte la décision de la Cour, et je crois que c'est ça qui doit primer ce soir. Parce que c'est là quand même un procès qui entre dans l'histoire de la lutte féministe contre les violences sexistes et sexuelles, parce qu'en effet, c'est un procès extraordinaire. Et ce qu'il a d'extraordinaire, ce procès, c'est qu'il a permis, en effet, de mettre en lumière la banalité, l'ampleur de ce que sont les violences sexuelles, de ce que sont les faits de viol, les violences conjugales, là aussi soumission chimique, et aussi la banalité, le caractère tellement commun de ceux qui en sont accusés. La banalité du mal de certains hommes ou de tous les hommes. On va les interroger dans un instant, les hommes sur ce plateau. Lord aussi, vous avez tout suivi. Quelle scène? Est-ce qu'on sort indemne quand on est journaliste d'un procès pareil? Qu'est-ce qui va vous marquer à jamais? C'est effectivement hors norme comme procès et on a le sentiment d'avoir suivi un procès historique. Peut-être juste un point sur ce verdict. En effet, je crois qu'il y a une pédagogie à faire sur le fait que c'est important d'individualiser les peines. Et j'ai bien vu dans le public qui assistait ce matin à ce verdict une incompréhension par rapport à cela. Et nous qui avons suivi le procès de bout en bout, eh bien c'est vrai que moi, je suis arrivée dans ce procès aussi en me disant tous ces monstres-là qui savaient qu'ils étaient en train de violer une femme sous soumission chimique. Et puis, peu à peu, effectivement, il y a des histoires qui se dégagent, il y a des individualités, ce sont chacun des êtres humains que l'on juge. Et donc, voilà, il faut comprendre aussi cette attention à chaque histoire. Et cette individualisation des peines, elle est en fonction de leur attitude au procès, de leur reconnaissance ou non de leurs crimes, de leur dangerosité possible. Rien ne prédestinait Gisèle Pelicot aussi à devenir au fond la porte-parole des victimes. Quand elle décide de lever le huis clos, elle va devenir la porte-parole, elle va incarner ces violences-là. Il faut mesurer aussi le chemin parcouru, si on voit par rapport au procès d'Aix-en-Provence en 78. Il faut se souvenir qu'à l'époque, les victimes étaient huées, elles étaient menacées en sortant du procès. Là, c'est tout l'inverse qui se produit et je crois que là, il faut se réjouir. Enfin, Gisèle Pelicot est devenue une icône, elle a porté ce procès, elle a permis de faire basculer quelque part les choses en disant, grâce à elle, quelque part, la honte change vraiment de camp. Ce sont les accusés qui ont eu honte. Absolument. Même après les vidéos très éprouvantes pour Gisèle Pelicot, alors que très souvent, les femmes victimes voulaient le huis clos parce qu'elles avaient honte. Et ça, cette phrase, elle prend tout son sens avec ce procès. La honte change de camp. Réellement, ce n'est pas un slogan. Erwan Balanant. Oui, alors moi, justement, après cette phrase, il va falloir avoir une autre phrase qui est « la peur change de camp ». Et moi, je veux revenir à tout au début de cette histoire. On a oublié pourquoi il y a eu ce procès. Parce qu'à un moment donné, il y a une femme qui s'est fait filmer par M. Pelicot et qui a été portée plainte. Et s'il n'y avait jamais eu cette femme, est-ce que cette histoire aurait eu lieu? Et moi qui travaille sur ce sujet dans les violences sexistes et sexuelles, mais les violences de manière générale dans l'ensemble du monde de la culture, on voit que c'est ce concept de la peur des victimes qui doit évoluer. Alors comment on peut la faire évoluer? C'est tout notre travail de législateur. On va y venir. Et on va avoir du travail. Mais vous en tant qu'homme, on a vu ce débat s'installer. Il y a quelque chose de politique dans ce procès qui dépasse largement les faits. Il y a des chercheurs qui s'emparent déjà de ces audiences, de tout ce qui s'est dit. Est-ce que vous faites partie de ceux qui se sont dit « j'ai eu un peu honte, au fond, en tant qu'homme » ou jamais je n'aurais pu être l'un de ceux-là? Qu'est-ce qui bouge? Parce qu'on les a peu entendus, les hommes, par rapport aux femmes, qui se sont toutes un peu dit « Gisèle Pelicot, c'est peut-être ma mère, c'est peut-être ma tante, c'est peut-être moi ». Oui, je pense qu'en tant qu'homme, on doit toujours se poser la question de est-ce qu'on a toujours été correct? Toujours. Parce qu'on est dans une telle société patriarcale qui nous a tellement formés à être dominateurs, tellement,
que toujours il faut se poser la question, est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ma position de mâle blanc en plus n'est pas dominante dans la relation que j'ai avec la personne féminine, avec l'altérité féminine que j'ai devant moi? Donc vous y avez vu une forme de procès du patriarcat, certains ont pu le dire, ou de la masculinité, il faut pas... ça va trop loin, ça reste des individus dans un contexte précis. Moi, j'ai une image que je garde là, dans les images que vous avez montrées, et qui est pour moi, c'est celle-là qui me fait honte et celle-là qui m'interroge. C'est cet accusé qui est sorti coupable et qui rentre en faisant un doigt d'honneur. Et on en est encore là. On en est encore après un procès où des hommes, on les a mis devant des faits. La société les a mis devant des faits. Les juges les ont confrontés. Et ils sont encore en capacité de rentrer en faisant un bras d'honneur, en ne reconnaissant même pas qu'ils ont fauté. Et c'est pour ça que moi je dis que la honte, je pense que la honte est en train de changer de camp. Mais même s'il y a encore un avocat d'accusé pour dire que les victimes sont des tricoteuses, ça a été dit aujourd'hui. C'est hallucinant. Et par contre, je pense aussi que maintenant, il va falloir que la peur change de camp, tout simplement, et que les femmes aient moins peur, et que les femmes aillent porter plainte, et que les femmes soient accompagnées, et que les femmes puissent avoir des procès. Mais il y en a. Hier, il y avait un procès à Châteauroux d'un médecin de chez moi qui a été condamné à 15 ans aussi, parce qu'il avait abusé de son épouse pendant très longtemps. Un docteur, un médecin. Alors justement, et on va aller sur la question de la loi et du consentement, Fabrice Arvit, de quoi ce procès est-il le nom? Mediapart a joué un rôle très important sur les violences sexuelles et sexistes et a levé le voile sur de très nombreuses affaires qui sont d'ailleurs relayées dans les travaux des députés qui sont présents ici ce soir. Est-ce que vous sentez que le regard, à partir de ce procès-là, de la société peut changer? Est-ce qu'il y a un après déjà que vous voyez s'amorcer? Alors, merci pour Mediapart, et il faut saluer le travail de Marine Turki, Lénaïque Bredou, Sarah Bray, de beaucoup de journalistes, comme d'autres évidemment dans plein de rédactions qui essayent de saisir ce moment. D'abord un constat et ensuite peut-être une question. Le constat, c'est vrai, ça a été dit, mais c'est pas souvent qu'un procès raconte quelque chose de plus grand que lui-même. Qu'un procès saisit l'histoire, saisit le pays et saisit le monde, qui nous oblige à regarder quelque chose de plus grand que les faits et que les personnes qui le peuplent, évidemment porté par ce personnage qui est devenu une figure internationale qui est Gisèle Pelicot. La question, moi je n'ai pas d'avis, je suis beaucoup moins compétent que toutes les personnes qui sont autour de la table pour parler de cela, mais c'est vrai que sur la législation, peut-être pour les législateurs, autour du crime sexuel, on a l'impression que pour tous les autres crimes qui ne sont pas sexuels, il y a tout un nuancier. Il y a un meurtre avec préméditation, c'est l'assassinat. Il y a des faits qui sont commis avec violence. Il y a tout un appareillage légal qui accompagne la commission du crime. Pour le viol, c'est le viol. Alors là, les avocats ont envie de réagir. Non, mais je pose la question. Le viol, c'est le viol. Il n'y a pas de viol avec préméditation. Il y a la contrainte, la surprise qui est dans le code. Alors justement, on y va. Et deuxième question, l'affaire des viols de Mazan, comme on l'appelle, elle a eu une sorte d'envers. C'est l'affaire du violeur de la Sambre. C'était un auteur, 50 victimes. Là, on a 50 auteurs, une victime. Ce que je veux dire par là, d'un point de vue législatif, c'est qu'un auteur qui viole ou qui agresse 50 femmes, c'est la même peine. Un homme qui organise le viol par 50 hommes d'une femme, c'est 20 ans. Je ne dis pas qu'il faut cumuler les peines à l'américaine, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas, et c'est une question, je n'ai pas la réponse, est-ce qu'il n'y a pas des changements législatifs qui pourraient aider à accompagner ce qui a été dit ici ou là? Alors, et c'est vraiment un point d'interrogation. On y vient, puisqu'on est à la chaîne parlementaire, à l'Assemblée nationale. Et maintenant, que faire après Mazan? Est-ce qu'il faut une très grande loi? On parle même de loi intégrale contre les violences faites aux femmes, et particulièrement sur le consentement, puisque la question du consentement était présente, la question de l'intention et du consentement dans ce procès. Faut-il légiférer pour l'inscrire, le consentement, dans le code pénal? Marie-Charlotte Garin, c'est l'objet de votre mission. On en parle juste après le sujet extrait des travaux à l'Assemblée avec Marion Becker. C'est ce qu'on appelle le consentement. S'assurer que son partenaire est d'accord avant toute relation sexuelle. Et pourtant, il ne figure pas dans la définition du viol.
Pour la loi, il y a viol s'il y a violence, contrainte, menace ou surprise. Une définition aujourd'hui dénoncée et remise en question, y compris par les professionnels de la justice. Par défaut, a priori, nous sommes toutes et tous réputées consentantes. Le droit dit aux agresseurs qu'ils peuvent choisir d'ignorer le refus des victimes, des personnes contre qui ils atteignent à l'intimité. Le droit le leur permet. Le droit leur interdit simplement de recourir à une violence, contrainte, menace ou surprise, ce qui est très différent. Catherine Lemaguérès était auditionnée par la mission d'information parlementaire sur la définition du viol. Depuis plus d'1 an, les députés entendent juristes, avocats et magistrats. Avec la présidente Véronique Rioton, vous allez, Marie-Charlotte Garin, rendre votre rapport en janvier. Et vous avez déjà estimé que la loi devait évoluer. Alors justement, en quoi précisément est-ce qu'inscrire la définition du consentement, et qui n'est pas forcément évidente, c'est assez ambigu, dans le code pénal permettrait de mieux protéger les victimes ? Alors, après 1 an de travaux, je peux vous dire que oui. Nous, on a la chance d'avoir commencé nos travaux en janvier 2023, donc c'est-à-dire avant l'affaire des agresseurs de Gisèle Pelicot, ce qui nous permet d'avoir en tout cas une forme de confort dans le fait qu'on ne réagit pas à chaud à l'actualité. On avait déjà entamé ces travaux avant. On y est allé de manière très ouverte, en se disant, si on se rend compte qu'en changeant la loi, on va potentiellement fragiliser les victimes, on ne la changera pas. C'est important de dire qu'il y a eu un cheminement qui a été fait. Aujourd'hui, on fait un constat qu'il y a une impunité en ce qui concerne les viols dans ce pays qui est inacceptable et qui est tellement inacceptable que, quelque part, quand on parlait de la durée des peines pour les violeurs, c'est pas ça le sujet. On peut mettre les peines les plus élevées du monde. En fait, ce qu'il faut, c'est que les violeurs se fassent prendre. Parce que si on met des peines de 20 ans mais que jamais personne se fait attraper, ça dissuade personne. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des cas, des affaires d'ampleur. Et en quoi le consentement permettrait ça ? Parce qu'on nous parle toujours des preuves. La difficulté, dans le cas de Gisèle Pelicot, il y avait beaucoup de vidéos, il y avait beaucoup de preuves, les policiers ont fait le travail. De toute façon, le cas de Gisèle Pelicot, changer la loi ne changerait rien, puisque ça a été dit par Rachel Flor, c'est déjà couvert par le critère de la surprise, puisqu'elle était manifestement endormie. Ce que ça aurait changé, typiquement dans ce cas-là, c'est la défense inacceptable qu'on a entendue de la part des accusés. Des accusés qui expliquent que le consentement... Bon, le droit à la défense est tel qu'il est, donc de toute façon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, c'est inentendable, si on inscrit le consentement dans la loi, pour des accusés d'expliquer qu'ils ne savaient pas que madame était consentante ou que peut-être parce que leur mari avait dit oui, elle était consentante. Ça n'existe plus dès lors qu'on consentement par procuration, entre guillemets, qu'on a pu entendre dans le procès. Exactement. Et ça n'existe plus dès lors qu'on inscrit dans la loi que justement, il faut s'enquérir du consentement d'une personne. Parce que le consentement, c'est la frontière. Et c'est important de le répéter parce qu'il y a un défaut d'éducation dans ce pays là-dessus. C'est la frontière entre un acte sexuel et le viol, qui est une violence et un acte de domination. Maître Pardo, Rachel Flor Pardo, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et la question, c'est comment on le manifeste, en fait. C'est une chose de l'écrire, c'est une autre de pouvoir le recueillir ou le prouver s'il y a un problème. Quelle est votre position ? Et je vous donne juste la parole après. Oui, alors, moi d'abord, j'aimerais saluer le travail que vous faites aux côtés de Véronique Rioton depuis maintenant plus d'1 an sur cette question-là. C'est en effet une question très délicate que de changer la définition du viol, une question qui ne met pas beaucoup de juristes d'accord. Pour ma part, et ça n'engage que moi, je suis favorable à ce qu'on ajoute le terme consentement dans la définition du viol, simplement par souci d'intelligibilité, de compréhension de la loi pénale, un peu par vertu pédagogique aussi, parce que tout simplement, quand on parle dans le langage courant, on dit qu'un viol, c'est un rapport sexuel sans consentement. Alors je trouve ça utile qu'en effet, la loi reflète il faut qu'il y ait des effets juridiques. Reflète cela. Maintenant, moi, je suis favorable, et c'est peut-être là où on n'est pas totalement d'accord, mais c'est pas si gênant. Pas du tout. Je suis favorable à ce que l'on garde les 4 critères tels qu'ils existent. Alors, on est totalement d'accord. Violence, contrainte, menace, surprise. Violence, contrainte, menace, surprise. Mais j'aimerais simplement dire un mot, parce que l'enjeu derrière, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on parle de modifier la définition du viol ? On veut faire baisser l'impunité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut faire baisser le taux de classement sans suite. Et pour moi, le combat contre l'impunité, en réalité, il se joue un petit peu ailleurs. Il se joue dans l'enjeu, l'importance de réduire le temps entre la commission des faits et le moment où ces faits sont dénoncés à la police, à la justice. En quoi le consentement dans le code pénal accélère finalement le moment de la plainte, en fait, c'est ce que vous dites ? Pour moi, ce qui accélère le moment de la plainte, c'est aussi
notamment ce qu'a fait par exemple Gisèle Pelicot là. C'est par exemple que la honte change de camp. C'est toute une série de choses et pas seulement ça. Tous les freins qu'on va lever qui vont permettre à celles et ceux qui sont victimes de violences sexuelles de se dire je peux aller me confier à la police, à la justice. Alors c'est évidemment ce combat culturel contre la honte qui a été trop longtemps du côté des victimes. C'est aussi le fait de tendre une main aux victimes en leur disant on change la loi, regardez, ça correspond à ce que vous avez vécu, vous avez eu un rapport sexuel sans consentement, eh bien c'est sanctionné par la loi. Ça va aussi avec les moyens qu'on accorde aux forces de l'ordre qui vont pouvoir mieux accueillir les victimes, la présence de l'avocat, etc. Erwan Bananan, quand on essaye de lire un peu sur le sujet, on se dit ça change finalement la preuve, la charge de la preuve. Est-ce que ça focalise pas trop sur la victime, l'objectif de démontrer son absence de consentement? Moi, je précise que sur les mandats d'avant, j'avais travaillé sur le sujet, donc ne croyez pas que je fais une sorte de mansplaining en arrivant. Pas du tout, non mais... J'ai été vice-président de la commission des lois 7 ans, donc voilà. Non, mais je le précise. Vous avez toute la légitimité. Et surtout, je ne partage pas complètement. Je ne partage pas complètement parce qu'aujourd'hui, on a une définition qui est assez solide et qui est reconnue comme étant solide par beaucoup de juristes. Et il y a beaucoup d'associations qui ont fait machine en arrière. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien changer? Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de et il faut sans doute avancer. Mais vous voyez, dans les auditions que l'on a dans le monde du cinéma et de la culture, on a auditionné à huis clos des femmes qui se sont fait violer, mais qui avaient dit oui au départ. Et comment on va... Pensez au phénomène d'emprise. Il y a le phénomène d'emprise, et puis il y a un certain nombre de moments où on peut dire oui au début et puis dire oui après. Enfin, c'est très compliqué. Alors, c'est pour ça que le consentement peut être retiré à tout moment. Voilà, mais le consentement peut être retiré à tout moment, mais s'il n'a pas été retiré formellement. Et ça arrive, et on a une actrice qui nous l'a dit, qui nous l'a expliqué. Donc, j'ai toujours été réticent. Je pense qu'il faut changer. Mais mais il faut que ça serve à quelque chose, que ce soit efficace et utile. Mais attention, parce que le consentement, en plus, on retourne la charge de la preuve, et j'ai peur qu'on demande à des victimes un certain nombre de choses. Et pour conclure sur le sujet... Je vous en prie. La vraie question, à mon avis, et ça va dans le sens de ce que disait Rachel Flore, c'est qu'il y ait un changement de façon d'instruire ces sujets. En réalité, il faut qu'on change, qu'on revoie peut-être le code de procédure pénale. Il faut que les victimes soient mieux accompagnées. Les magistrats avec qui j'ai discuté me disent, le nombre de magistrats qui me disent, on a quelqu'un qui est venu porter plainte, on a une plainte, mais cette plainte est mal faite. Et ça s'embrouille, et c'est mal parti. Et comme c'est mal parti, l'enquête commence mal. Et comme l'enquête commence mal, elle est classée sans suite. Donc le sujet, il est vraiment là. C'est beaucoup plus global, un peu à l'image que ce que les Espagnols. Peut-être qu'il faudrait une vraie loi avec des tribunaux spéciaux. Mais je salue vraiment, parce que je le suis aussi et j'écoute le travail qu'ils font. Et il y a quelque chose à faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire. Marie-Charlotte Garin, l'emprise, c'est un truc particulier quand même. Très, très, très souvent, quand on se rend compte du phénomène a posteriori, c'est trop tard. Est-ce que ça permettrait, cette question du consentement, de répondre à ces cas de figure-là? Alors ça dépend. Évidemment, je parle des majeurs, parce que pour les mineurs, peut-être, il faut rappeler des choses, il est non présumé de fait, le non-consentement. Il est présumé de fait le non-consentement. Je veux juste clarifier une chose. Voilà, c'est à l'adulte de s'empêcher, merci. Exactement. Je veux juste clarifier une chose, on ne change pas la charge de la preuve, on change l'objet de la preuve. Et c'est important de le dire parce qu'il faut vraiment clarifier les choses, parce qu'il y a beaucoup d'idées conçues en fait qui circulent sur l'introduction du consentement. Qu'est-ce que ça veut dire ça, concrètement, la charge, l'objet? Alors déjà, il faut dire que toutes les femmes qui sont passées dans un tribunal aujourd'hui vous diront qu'elles sont déjà questionnées au cœur de la procédure, et elles vous diront qu'on va toujours parler du consentement. Mais par contre, le droit pénal, et je parle sous le contrôle de Maître Prado, est d'interprétation stricte. Donc, on va se cantonner à ces 4 critères qui sont la violence, la contrainte, la menace et la surprise. Et c'est là où on va aller vers la question, par exemple, des phénomènes d'emprise. C'est que nous, en rajoutant le consentement, on donne un outil supplémentaire au juge pour que le juge aille interroger l'accusé en lui demandant quelles mesures raisonnables avez-vous prises pour vous assurer du consentement de madame. Donc là, on change l'objet de la preuve et non pas la charge de la preuve. C'est important de le dire, parce que la charge de la preuve revient toujours au ministère public. Pour arriver au phénomène d'emprise... Le procureur.
Ouais, exactement. C'est des questions qu'on a entendues dans le procès. Bien sûr, et d'ailleurs ils ont parlé. Le président posait la question, avez-vous tout à fait. Avez-vous posé une question à Gisèle Pellicot? Absolument. Il était obligé de dire non. C'est la question de l'intentionnalité. Mais oui, je l'ai faite déjà. Moi, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre, parce qu'il y a de l'intentionnalité, et l'intentionnalité, elle doit être caractérisée. Il y a pas. Mais l'intentionnalité aujourd'hui, elle tourne autour de la question de est-ce que vous avez violé? Tous les agresseurs, presque qu'on a entendus au tribunal d'Avignon, ont dit non, je suis pas un violeur, j'ai pas violé. Mais est-ce que vous avez voulu initier un contact sexuel sans avoir demandé le consentement? Là, c'est différent. Le malheur, si je puis dire, c'est que j'ai le sentiment, en ayant assisté au procès, c'est que quelle que soit la loi, il y a un tel manque d'éducation pour certains. Absolument. Parce que là, la loi, il y a déjà, c'est pour ça qu'ils sont condamnés, le viol par surprise est condamné. Là, c'est un viol par surprise puisque cette femme est endormie, sédatée, voilà. Mais ça, beaucoup ne l'ont toujours pas compris quelque part. Oui. C'est d'ailleurs de ce procès. Donc, certains m'ont dit. Oui, donc il y a tout un travail sur la Maintenant, un des accusés m'a dit, mais maintenant une femme ivre comme ça, et si on y va, en gros, ça va être un viol. Oui, c'est le cas déjà dans la loi. C'est ahurissant. Donc il y a vraiment le sujet, un gros manque d'éducation et j'ai une petite. Donc ça va au-delà de la question l'éducation affective et sexuelle dans les établissements scolaires. C'est une manière aussi d'apprendre le consentement en amont. Alors ce débat s'achève. Pardon, je reprends la main. Je voulais juste. La question du consentement est centrale d'un point de vue sociétal. Est-ce qu'elle doit être centrale d'un point de vue juridique et législatif? C'est la question que je pose. De toute façon, c'est le début d'un long débat. Je voulais vous amener aussi sur l'industrie pornographique parce que ça, c'est la société. Et Laurence Rossignol, la sénatrice socialiste, en parlait en disant tant qu'on aura ces représentations-là des femmes objets, il y aura aussi des passages à l'acte sans rendre compte de la responsabilité qu'on prend. Vous êtes d'accord? Il faut élargir au-delà même de cette question du consentement. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une pierre à l'édifice, c'est une première étape. Ça ne va pas tout révolutionner, il ne faut pas se le dire. Personne ne l'a jamais dit, personne ne le pense. C'est simplement la question de se dire, c'est la culture du consentement. Comment est-ce qu'on l'a fait imprimer dans notre société? Et vous avez raison de le rappeler, je vous remercie. L'importance de l'éducation à la vie sexuelle et affective. On voit que le backlash est immense. Et j'aimerais le rappeler. Le retour de bâton, conservateur, et réactionnaire, le backlash. C'est important de le dire sur une chaîne télévisée, de rappeler que c'est notre meilleur outil de prévention pour protéger nos enfants et les adultes de demain. Il y a tous les débats réactionnaires, mais c'est notre meilleur outil pour protéger les enfants de l'inceste, du viol et des agressions sexuelles. Merci beaucoup. On aurait pu continuer encore longtemps. C'était passionnant. Merci, mais on va évidemment continuer ce débat dans les mois, avec vos travaux notamment qui viennent. Vous restez avec moi, Fabrice Arfi. On va parler à présent d'abord de votre enquête. Il s'agit d'un roman d'espionnage, La troisième vie au Seuil. C'est le fruit de 15 ans de travail entre la Roumanie, Paris, Lyon. Mais on va aussi évoquer l'actualité, Nicolas Sarkozy, les rapports aussi de nos politiques avec la justice. Ça ne date pas d'hier et ils ne sont pas toujours au mieux. Regardez, c'est un sujet d'Elsa Mondingava avec Baptiste Gargui-Chartier. Interview juste après. Si on vous invite, Fabrice Arfi, c'est pour revenir sur une décision de justice historique. Un ancien président de la République condamné à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence. Nicolas Sarkozy s'était pourvu en cassation. Son pourvoi a été rejeté. C'est évidemment une défaite pour Nicolas Sarkozy, mais c'est aussi une défaite pour les libertés fondamentales, pour les droits de la défense, pour le droit au secret professionnel. Fabrice Arfi, vous êtes un journaliste chevronné, co-directeur du service Enquête de Mediapart. L'ancien chef de l'État est l'un de vos sujets d'investigation. Soupçon de financement libyen de sa campagne, vous avez aussi travaillé sur des affaires d'État, Karachi ou l'arnaque à la taxe carbone. Les révélations de votre rédaction Mediapart n'épargnent aucun camp politique. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Compte en Suisse du ministre socialiste Jérôme Cahuzac, financement russe du Rassemblement national. Depuis quelques années, votre journal est aussi en pointe sur le mouvement MeToo qui bouscule la société française. Aujourd'hui, Fabrice Arfi, l'enquêteur, devient aussi romancier. Avec votre dernier livre, Dans la troisième vie, vous retracez le parcours d'un espion roumain en France pendant la guerre froide. Récit d'une enquête impossible où surgissent des secrets politiques bien gardés. Fabrice Arfi, après 25 ans de journalisme, vous êtes bien placé pour le savoir.
la réalité peut parfois dépasser la fiction. Alors, avant d'en venir à la troisième vie, parce que c'est justement tout un travail d'enquête où commence la fiction et où part la réalité, on va revenir à l'actualité judiciaire, politico-judiciaire de la Cour de cassation qui a confirmé hier la culpabilité de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes téléphoniques. D'abord, est-ce que cette condamnation vous a surpris ? Non, elle est logique au regard de ce qu'ont été les décisions du tribunal en première instance et de la Cour d'appel. C'est quand même beaucoup d'abord juges d'instruction, puis de juges du siège en première instance, puis de juges de la Cour d'appel, de procureurs, d'avocats généraux qui se sont penchés sur les faits et qui ont été validés par la Cour de cassation, qui est donc le tribunal suprême, si j'ose dire, de l'ordre judiciaire, qui vient donner une décision qui est doublement historique. C'est la première fois qu'un ancien président de la République est condamné pour le délit de corruption, qui est le délit le plus élevé dans l'échelle des atteintes à la probité, et c'est la première fois qu'un ancien président voit une peine de prison ferme le sanctionner avec, dans le cas de Nicolas Sarkozy, un aménagement de peine qui est un enfermement à domicile avec le bracelet électronique. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire politique et pénale française. Mais Nicolas Sarkozy rejoint la liste des hauts dirigeants du pays français, de la France, 2 présidents de la République, 2 chefs de gouvernement, Jacques Chirac, le Premier ministre de Jacques Chirac, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, le successeur de Jacques Chirac, et le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, François Fillon, qui sont 4 délinquants définitivement condamnés pour des atteintes à la probité. Ça nous tend un miroir à nous, la France, collectivement, au-delà des personnes, qui doit nous interroger sur la place de la corruption et des atteintes à la probité dans notre pays. Et est-ce que vous avez été surpris par la réaction de Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy a réagi exactement comme un Trump aux États-Unis, comme un Bolsonaro au Brésil, comme un Berlusconi en Italie ou comme un Netanyahou pris dans les affaires de corruption en Israël. C'est-à-dire que il utilise ce qu'il dénonce lui-même comme le tribunal médiatique. Il utilise les médias pour faire le procès de la justice et tenter de faire dissiper le poids des délits qui l'accablent. C'est un lieu commun de la délinquance en col blanc, c'est de faire à croire que le problème dans ces affaires, ce sont les juges. Voilà. Donc cette dérive trumpiste, vous la voyez à l'œuvre vraiment chez nous, à l'image de ce qui se passe aux États-Unis. Totalement. Alors vraiment, Nicolas Sarkozy, mais pas que lui, ce n'est pas une question de Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen agit de la sorte quand elle n'est pas contente des réquisitions du parquet dans l'affaire des détournements de fonds publics au Parlement européen. Elle s'invite aux 20h d'une grande chaîne pour faire le procès des juges et dénoncer les juges Torquemada, les juges militants, etc. Mais à gauche, c'est pareil. Jean-Luc Mélenchon a fait pareil au moment de l'affaire de ses comptes de campagne en 2017 et de la mise en examen de Madame Chikirou. En fait, on a des gens qui demandent toute la journée le respect, à juste titre, de l'institution, de la police, de la justice. Mais quand les flammes judiciaires se rapprochent de l'indélinquance de leur milieu, il y a un désir de privilège qui voudrait que la loi ne s'applique pas à eux comme elle s'applique pour tout le monde. Alors, il y a un recours qui a été fait par Nicolas Sarkozy devant la Cour européenne des droits de l'homme qui peut condamner la France, mais qui ne peut pas, si j'ai bien compris, revenir sur le fond de cette condamnation dans l'affaire précise. D'abord, il faut constater que Nicolas Sarkozy, qui était très virulent contre la Cour européenne des droits de l'homme pendant la campagne des primaires en 2016, et qui même en 2002, quand il arrive au ministère de l'Intérieur, vilipendait le droit de l'homisme. C'est ça la beauté des droits de l'homme, c'est que ça peut même être utile à ceux qui les détestent parfois. Donc il a ce recours. Son excuse par avance si la France était condamnée. C'est bizarre, il a ce recours. Oui, mais c'est normal, il se défend bien comme il veut. Mais ça ne change rien au fait qu'il est désormais définitivement condamné en France dans l'affaire Bismuth et qu'il n'est donc plus présumé innocent. On ne va pas refaire toute l'affaire. Non, mais c'est important de vous entendre sur cette inquiétude que vous avez très forte. La faute à qui ? Parce que les politiques qui ne sont pas contents d'un jugement, ça peut être injusticiable comme les autres, on peut critiquer la justice, on est en démocratie. Vous regrettez-vous plutôt que les médias relaient davantage ces polémiques qui, au fond, font plus d'audience que s'intéresser au fond des dossiers judiciaires eux-mêmes ? C'est pas tant la polémique et la faute des médias, mais il y a quelque chose qui, me semble, est cassé dans la conversation. Quand il y a des affaires de corruption, quand il y a des condamnations, par exemple, de Nicolas Sarkozy, il y a des débats qui se posent parfois dans la conversation publique. Faut-il supprimer le parquet national financier ? Bon, quand on saisit 100 kilos de cocaïne, est-ce qu'il y a des débats à la télé pour demander s'il faut supprimer la brigade des stupes ? Non. C'est-à-dire il y a un privilège. Non, il y a un privilège du crime des privilégiés parce que la délinquance en col blanc, la corruption, c'est la rencontre du pouvoir et l'argent. Donc, par définition, ça ne concerne assez peu les nécessités
nécessiteux. Et donc les mises en cause sont des gens qui ont des réseaux, une puissance politique, médiatique, parfois économique, qui leur permet de prendre la parole, de créer des sortes de réalités parallèles dans notre monde qui est celui de la post-vérité, où la vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre, parce qu'ils ont les moyens de le faire, et c'est à front renversé où on voudrait nous faire croire que le problème dans ces histoires, ce sont ceux qui essayent de faire appliquer la loi. Mais les magistrats, c'est pas eux qui votent la loi, c'est les hommes et les femmes politiques. C'est ici à l'Assemblée eux-mêmes qui sont élus pour le faire. Mais les juges ne font que l'appliquer. Voilà. Alors, on en vient à votre roman. C'est sans doute le plus personnel que cette enquête qui vous obsède depuis une quinzaine d'années, depuis qu'un ancien agent de la DST, du contre-espionnage, ami de votre père, qui, je le rappelle, est policier, vous parle d'un certain Vincenzo Benedetto, agent roumain, libéré de façon très étrange. Cette histoire, c'est digne du bureau des légendes. Comment elle vous parvient exactement? Et vous ne l'avez jamais lâchée, c'est ça? Non, mais c'est une histoire parfaitement vraie. Et en même temps, l'espionnage étant une géographie de la fiction de l'État, l'espionnage, c'est une fiction d'État. C'est vrai que cet agent du contre-espionnage de la DST, qu'on appellerait aujourd'hui la DGSI, a mis en 2008, en moi, nous déjeunions ensemble dans ce beau restaurant Belle Époque de la gare de Lyon qui s'appelle le Train Bleu. Il a mis les germes d'une obsession que je vais traîner comme une espèce de valise invisible, parallèlement à mon activité de journaliste à Mediapart. D'abord pour essayer de comprendre quelles étaient les vies inventées et les vies réelles d'un agent clandestin qui a en effet à voir avec ce qu'on peut lire dans les romans de John le Carré ou regarder dans le bureau des légendes. C'est fascinant d'infiltrer une famille qui n'est pas la sienne en pleine guerre froide. Quelle est donc cette mission qu'il prépare? De qui est-il le bras armé dans les sous-sols moites de l'État que représente le renseignement? Mais à mesure que j'avançais dans cette enquête, j'ai été hanté par ce que cette enquête ne racontait pas, et surtout par l'impossibilité pour moi d'aller au bout. Ah, on y vient, on va y venir. Et donc de surveiller l'enquêteur que j'étais, et à mesure que j'avançais, je découvrais des personnages de ma propre vie qui, directement ou indirectement, étaient concernés par cette histoire. C'est ça qui est absolument fascinant. Tout est assez documenté, donc il y a des scoops, mais ça reste une forme de fiction. C'est cette ligne de crête que vous tenez qui est vraiment intéressante dans le livre. Vous nous faites donc voyager, et l'histoire de votre espion va croiser Charles Hernu. Oui. Rappelez-nous, ministre de la Défense de François Mitterrand. Personnage romanesque, un homme aux 1000 visages, qui a été le premier ministre de la Défense de François Mitterrand, président socialiste élu en 1981. Et le nom de Charles Hernu va être mondialement connu le jour de sa démission, suite à des révélations du journal Le Monde, sous la plume d'un certain Edoui Plenel, qui est le journaliste qui fonde Mediapart, qui vient de me recruter en 2008, au moment où je découvre l'histoire de cet espion roumain. Le Rainbow Warrior, c'est un attentat commis par les services secrets français à Auckland, en Nouvelle-Zélande, contre le vaisseau amiral de l'association écologiste Greenpeace, qui va faire un mort. Fernando Pereira, un photographe de l'ONG, va mourir là-dedans. Et Charles Hernu, ça va être aussi un homme sur lequel mon père, policier à la brigade financière, va, au milieu des années 80, enquêter dans ce qui va être la première grande affaire de financement occulte de partis politiques. Je dis ça parce que c'est celle qui va donner lieu, nous sommes ici sur la chaîne parlementaire, qui va donner lieu à la première loi d'amnistie concernant ce type de délit. Donc la grande question, on ne va pas donner la réponse, mais est-ce que Benedetto est l'officier traitant de Charles Hernu, qui lui-même enseignait l'Union soviétique pendant la guerre froide? Il faut lire le livre pour le savoir, ou pour se faire son intime conviction. Exactement. C'est ça le vrai sujet, parce que c'est une enquête impossible. Quand on est comme vous, un enquêteur chevronné, ne pas tout savoir, ou ne pas réussir à tout savoir, ça donne un roman? Ça donne un roman sans fiction. Je ne me compare pas, évidemment, à Truman Capote qui a théorisé le genre, mais c'est un roman document. Je n'ai rien inventé. Moi, j'ai besoin de la contrainte du réel pour écrire. Mais oui, c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai dû surveiller puis abandonner l'enquêteur que je suis. Ça a été une forme d'affranchissement, mais même de violence, d'accepter que de ne pas savoir, ça peut avoir du sens. Ça peut avoir du sens, et que même les impasses mènent quelque part. Et je n'ai pas voulu accabler les lectrices et lecteurs de ce livre avec mes intimes
intime conviction, et j'en ai, parce que je crois que on parfois, les devine quand même. Parce que je crois que parfois le destin d'un livre appartient à celles et ceux qui le livrent et pas qui le lisent, et pas qu'à celui qui l'écrit. Et pour accepter que l'enquêteur ne puisse pas aller forcément au bout de la vérité, c'est vraiment sur le rapport entre le journalisme et la vérité, ce livre. Il y a ce tableau dont vous parlez souvent, on l'a retrouvé, de Magritte, L'Empire des Lumières. On va le regarder pour terminer cet entretien. Dans cette image, vous y voyez justement... J'y vois tout ce que j'essaye, avec beaucoup plus de talent, sous le pinceau de Magritte, d'essayer de raconter dans cette histoire. Ce tableau est extraordinaire parce qu'il nous montre qu'il fait et jour et nuit à la fois. C'est un tableau qui m'a beaucoup habité pendant l'écriture de ce livre. Pourquoi ? Parce que c'est une autre façon de dire que le réel et la fiction sont entremêlés, que nous sommes des êtres de réel et de fiction et que parfois on n'est pas obligé de choisir. C'est à la fois le jour et la nuit de notre intimité, de nos vies et de nos vies secrètes. C'est pour ça que ce livre s'appelle La troisième vie, puisque c'est une phrase de Garcia Marquez, le grand écrivain, à son biographe, qui a dit que nous avons tous trois vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Et moi je m'intéresse à la troisième vie de tous les personnages qui peuplent ce roman sans fiction. Absolument, roman sans fiction passionnant, avec, vous verrez, quelques indices pour se faire son intime conviction du Harfi, qui n'est pas dans l'enquête pure et dure, mais ça y ressemble quand même, parce que tout est vrai. Il faut lire La troisième vie, c'est au seuil. Merci, vous restez avec moi. Merci. C'est l'heure de la question qui fâche, pour terminer avec nos chroniqueurs. Alors, on va quitter la guerre froide, les années 60, pour revenir au 21e siècle avec Elsa Mondingava. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste à LCP, aux manettes des questions au gouvernement chaque mardi en direct. Et bonsoir Jean-Baptiste Daoulas. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes du service politique, journaliste aussi, service politique de Libération. C'était à nouveau jour de consultation à Matignon avec un François Bayrou, des chefs de parti, pas de RN, pas de LFI, ce qui nous a inspiré cette question qui fâche. Préparez-vous, vous répondez juste après. Notre question qui fâche concerne le tout nouveau Premier ministre, François Bayrou. Sa mission, former un gouvernement, sa méthode, rencontrer des chefs de parti. D'abord un par un tout au long de la semaine, et pour conclure aujourd'hui tous ensemble à l'exception du Rassemblement national et de la France insoumise. Côté gauche, alors que les négociations semblaient patiner, le Premier ministre a joué son va-tout, ouvrir un dialogue sur les retraites. À la sortie, les interlocuteurs mordaient moyennement à l'hameçon. On n'est pas des perdreaux de l'année, qui aujourd'hui peut sincèrement penser que juste avec cette proposition sur la table, on résout la crise de confiance politique et on va nous tous redevenir soudainement amis entre partis pour avancer tranquillement vers pacte de non-censure, je ne sais pas quoi, stabilité. En l'état actuel des choses, je le dis avec en réalité une forme de désarroi. Nous n'avons pas trouvé de raison de ne pas le censurer. À droite, alors que les Républicains semblaient plutôt acquis à sa cause, aucune réaction à la sortie, si ce n'est un communiqué assez glacial. La droite républicaine est prête à participer au gouvernement à condition qu'elle ait les moyens de mettre en œuvre ses convictions. La sauce béarnaise façon François Bayrou semble décidément avoir du mal à prendre dans un contexte d'urgence. Selon un sondage IFOP paru aujourd'hui, seuls 36% des Français sont satisfaits de sa nomination, très en dessous de ses deux prédécesseurs qui dépassaient les 50%. Moins d'une semaine après sa nomination, la question qui fâche est la suivante. François Bayrou est-il déjà dans l'impasse ? Voilà, c'est sans issue d'entrée de jeu, Elsa Mondingava, où cet accord de non-censure est au bout du tunnel. Ça semble en tout cas très très compliqué et c'est vrai que François Bayrou, on l'a beaucoup dit, s'est battu pour arriver à Matignon, il voulait s'imposer, tous ses proches nous disaient s'il y a un homme qui peut y arriver, c'est lui et en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de préparation, il n'y a pas vraiment de solution, tous les gens qui sortent de rendez-vous nous disent mais c'est un peu décalé, il ne dit pas vraiment les choses, on ne comprend pas tellement ce qu'il nous propose. Et ce soir alors on avance ou pas ? On a avancé en disant je vous propose la réforme des retraites, de ne pas la suspendre mais de la reprendre. En gros, les socialistes, ils ont eu quand même une main tendue qui leur coûte parce qu'ils se font quand même taper dessus par une partie de la gauche du nouveau Front populaire. Ils nous disent, mais en fait, ils ne nous aident pas vraiment. En fait, ils ne nous aident pas puisqu'ils ne nous donnent rien concret où on pourrait dire, voilà, responsabilité, voilà ce que nous avons obtenu. En échange, on fait ça. Ils trouvent que pour l'instant, les échanges sont assez timides et non, il n'y a pas franchement d'avancée. Nous n'avons pas trouvé de raison de ne pas le censurer. En général, les doubles négations, c'est
toujours très mauvais, c'est très obscur. C'est assez facile à comprendre. Jean-Baptiste Daoulas. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que même cette main tendue sur les retraites, revenir aux partenaires sociaux, ça ne suffira pas? C'est assez sympa et élégant d'appeler ça une main tendue, en fait. Certains à gauche le qualifiaient de chantage. En gros, c'est vous venez discuter avec nous et si on n'est pas content du résultat, on viendra à la réforme Borne. Donc on voit bien comment les macronistes notamment n'ont absolument aucun intérêt, ni la droite d'ailleurs, à faire des concessions sur la réforme des retraites d'Elisabeth Borne. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez faible comme ouverture. C'est pas du tout de nature à convaincre les socialistes de payer ce prix politique, de coopérer avec un gouvernement macroniste, de ne pas faire tomber un gouvernement macroniste. Là, ils n'ont absolument rien dans l'immédiat à offrir à leurs électeurs en compensation. Et sur le 49.3, qu'est-ce qu'il a dit, François Bayrou? Il pourrait y renoncer? En fait, il y a une discussion de chacun en disant dans chaque camp, est-ce que finalement on peut se désarmer? C'est-à-dire pas de 49.3 d'un côté, pas de motion de censure de l'autre, et comme ça au moins ça nous libère un peu chacun d'un poids. Mais il n'a pas dit qu'il allait renoncer aujourd'hui. Non, pas du tout. Ça reste une arme dans ses mains. Et il ne peut absolument pas s'engager à ne pas utiliser le 49.3 quand on sait que le premier texte qu'il va devoir faire adopter à l'Assemblée, c'est le budget. Et de toute façon, un engagement de ne pas utiliser un outil constitutionnel, il y a aussi un côté un peu étrange. Et on voit bien quand on a un rapport de force, je ne vais pas dire une guerre évidemment, mais un rapport de force, toutes ces armes-là dissuasives, elles sont utiles. Le mieux, c'est de jamais les utiliser, mais c'est surtout de les avoir quand même en main. Donc aujourd'hui, cette histoire, le troc 49.3, motion de censure, il n'existe pas tellement quand le premier texte est un texte si important. Donc c'est un ratage complet, ces débuts à Matignon pour François Bayrou. Un ratage complet, en tout cas, on n'est pas très loin du crash. Ça, c'est sûr. Non, il y a un ancien ministre qui nous employait l'expression, un ancien ministre macroniste qui nous disait c'est German Wings. Donc ça vous donne un peu l'état du vent de panique qui est en train de s'emparer d'une partie du camp présidentiel. Voilà. Pour eux, François Bayrou, ça n'a jamais été la personnalité la plus populaire dans leur rang, mais au moins, ils avaient l'impression que c'était quelqu'un qui savait où il allait, qui allait peut-être aussi convaincre Emmanuel Macron qu'il n'avait pas gagné les élections en juillet et que peut-être il allait arracher au président des compromis. Et là, il voit quelqu'un de flottant qui enchaîne les bourdes avec cet aller-retour à Pau, faire un conseil municipal alors qu'il y a une réunion sur la gestion de crise à Mayotte au même moment. Ce côté flottant qu'il a pu avoir au cours des questions au gouvernement mardi ou même mardi soir. Donc il a tout faux pour le moment. Il n'y a pas la botte secrète Bayrou qu'on n'aurait pas deviné. Il rassure absolument pas. Même dans la façon qu'il a de mener ses consultations à Matignon. Il reçoit tout le monde seul, sans conseiller autour de lui. Il met absolument rien sur la table. Donc vraiment, il y a ce mais là, ils étaient tous ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, ils étaient tous ensemble. Mais je parlais des rendez-vous qu'il avait fait avec les forces politiques, où il les a reçus de manière seule et de manière vraiment très, très effilochée sur le fond, avec rien de précis à leur offrir. Du côté de la droite de Laurent Wauquiez, même son de cloche, ils sont dans l'opposition ou ils sont plutôt dans une majorité avec des exigences? Il y a ce que veut Laurent Wauquiez, il y a ce que veulent les ministres de Laurent Wauquiez qui sont dans l'actuel gouvernement démissionnaire, il y a ce que veut Bruno Retailleau, c'est-à-dire qu'à droite, c'est aussi un peu le flou intégral, parce qu'on voit que Laurent Wauquiez, finalement, se dit ce serait peut-être bien qu'on sorte, qu'on retourne en tout cas dans une forme d'indépendance par rapport à ce nouveau gouvernement qui ne va peut-être pas durer trop longtemps. Bruno Retailleau, on le sent quand même plutôt allant à l'idée de rester, voire même à l'idée de dire pas forcément une loi immigration, mais le pacte asile-immigration et une grande loi sur le narcotrafic. Donc, je pense que les deux ne sont pas tout à fait alignés. Il y a toujours en ligne de mire 2027 des ambitions personnelles. Donc là, c'est compliqué. Et en plus, il y a une temporalité qui est très étrange. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau gouvernement qui doit être annoncé avant Noël. Je rappelle à tout le monde que Noël, c'est dans 5 jours, ce n'est pas dans une éternité. Et en même temps, on consulte les gens. À la fin de la réunion, on dit, alors je vous rappelle, soit vous participez au gouvernement, soit vous soutenez sans participation, soit vous êtes dans l'opposition. Enfin, si on en est là, c'est qu'en fait, on en est exactement au même point. On a le sentiment qu'il y a un changement de méthode entre ce qui s'était décidé à l'Élysée, où il fallait bâtir d'abord un accord de non-censure avec les forces politiques, donc le quoi, avant le qui. Et là, on revient au gouvernement avec des débauchages, des personnalités, donc qui avant le quoi, c'est ça? Et ce qui est assez amusant, c'est que François Bayrou, avant sa nomination, il disait justement qu'il ne fallait pas tomber dans ce qu'il appelait les marchandages de partis, qu'il fallait arriver avec une équipe gouvernementale de personnalités expérimentées et que quelque part, ça allait en imposer aux différentes forces politiques, à condition évidemment que dans ces personnalités expérimentées, il y a aussi des gens de gauche, de droite, et que ce serait une équipe qui ne serait pas censurée, que voilà, il ne fallait pas retomber dans les négociations de partis. Et là, moralité, qu'est-ce qu'on voit au bout d'une semaine? Il a essayé de parler un peu un par un avec les gens.
Aujourd'hui, il les reçoit tous. Il est complètement dans cette espèce de soupe un peu partisane de parti dans laquelle il disait qu'il ne fallait absolument pas tomber. Donc il a l'air complètement encalminé du point de vue de la méthode également. Oui. Donc, peut-il durer? C'est la question qu'on va il y par avait se poser. Pour les proches de François Bayrou de dire on va jouer l'opinion. C'est-à-dire que voilà, on va mettre des personnalités incontestables, on va voir qu'on est un peu à droite. Vous avez des infos là-dessus? Un Darmanin, il est prêt à y aller? Xavier Bertrand, une prise à gauche? Pierre Moscovici? C'est pas tant un Darmanin ou un Xavier Bertrand qu'il lui faut. Ce qu'il lui faudrait, ce serait des personnalités de gauche. C'est ce qui a manqué. Et vous avez des infos là-dessus? Ce qu'on sait, c'est que... Alors, il y a quelque chose... Sur le cumul des mandats, quand François Bayrou prend autant parti pour le cumul des mandats, c'est aussi un signe un peu subliminal qu'il envoie à des grands élus, notamment des Carole Delga, des Mickaël Delafosse, donc Carole Delga, la présidente de la région Occitanie socialiste, ou Mickaël Delafosse, le maire de Montpellier, voilà, des gens de cet ordre-là, leur dire finalement, si vous prenez le risque de venir, on ne va pas vous demander de quitter votre exécutif local, vous pourrez rester, vous ne prenez pas un si gros risque. C'est pour ça ça veut aussi dire ça. Ouais, c'est comme une communication qui n'est pas directement pour le grand public, c'est un peu une communication parallèle, comme interne un peu. Voilà, si on faisait une comparaison avec le monde de la communication. Ça tombait mal parce qu'en pleine catastrophe ça tombe mal. À Mayotte. Vous arrivez à vous y intéresser à cette crise politique où vous êtes comme les Français désabusés? Pour de vrai, très impressionné par nos deux débatteurs, débatteuses, le décryptage, la pédagogie. Je vais faire quelque chose que je fais assez peu. Je vais citer Nicolas Sarkozy quand il parle des affaires. Alors là, je crois que vraiment, mais personne n'y comprend rien. C'est une phrase qu'il a dite, mais c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à le spectacle qui est en train de se passer, qui, moi, d'où je suis, assez peu connaisseur de tous ces arcanes-là, montre quand même qu'on a un président de la République, Emmanuel Macron, qui a construit un champ de ruines depuis 2017 vis-à-vis de ce qu'il pensait être, ce qu'on appelle maintenant le bloc central. Et ce champ de ruines est un gouffre dans lequel on ne voit plus le fond de l'eau. Et on ne comprend pas ce qui est en train de se passer et comment on va sortir de cette impasse. Alors pour le coup, les impasses ne mènent pas toujours quelque part. Et on avait chez les proches de Bayrou l'idée de dire, vous allez voir, on va jouer l'opinion. Justement, on ne va pas jouer les partis, on va jouer l'opinion. Sauf qu'on voit que l'opinion a quand même du mal à comprendre un petit peu ce qui se passe. Et surtout, en fait, chaque jour qui passe, moi j'ai un sentiment, ça donne envie à des gens de rentrer dans ce gouvernement-là. Moi, je discute avec des députés, on sait qu'à chaque fois, ils sont prêts à distribuer les CV dès qu'il y a un remaniement, quelque chose qui bouge. Ils disent, même moi, en fait, quand je regarde tout ça, les faux pas, les débuts hésitants, ça donne pas forcément envie de monter à bord. Le mot de la fin, Jean-Baptiste Daoulas, est-ce que, au fond, l'intérêt commun à tous ces gens qui se sont vus ensemble à Matignon, c'est d'éviter une présidentielle anticipée? Est-ce que ça peut permettre d'éviter une censure rapide? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'ils ont intérêt à ne pas avoir de présidentielle anticipée, mais encore faut-il qu'on leur en donne les moyens. En fait, la clé, elle n'est pas si compliquée. Elle est qu'Emmanuel Macron regarde les résultats du 7 juillet, se rende compte que personne n'a de majorité absolue et donc accepte de faire des concessions et amender son bilan. Là, dans les médias, il n'y a aucune concession de fond sur l'économie, sur les retraites. Sur les, mais vous ne croyez pas qu'en donnant à l'un, vous perdez l'autre? Non, en fait, il faut juste qu'il accepte de renier son bilan, en fait, de se dire, en fait, on va biffer certaines parties de mon bilan. Notamment donc ça reste bloqué, on n'aura pas de solution. Le social. Merci, on y voit un peu plus clair dans cette opacité politique assez affligeante, il faut le dire quand même. Merci à vous. Il faut lire La troisième vie, c'est au Seuil, Fabrice Arfi. Merci à vous et à très vite, demain, même lieu, même heure, pour une émission particulière, puisque pour la dernière de la saison, 4 députés face aux Français, vous verrez.